Et donc, j'ai vraiment hâte aujourd'hui qu'il puisse se présenter lui-même, vous parler de la pérédance, parce qu'on connaît bien le patient partenaire, le patient expert et toute autre dénomination de ce type, et comment nous travaillons tous les jours, je dirais, avec ces différents patients. Mais je pense que la pérédance est encore peu connue et je reste persuadée que c'est vraiment la clé, notamment dans l'expérience patient. Donc Stéphane, je te laisse la parole, je vais couper mon micro. Merci d'être là et de partager cette petite demi-heure avec nous. Merci beaucoup Soyoun. Donc moi je suis arrivé à la pérédance parce que j'anime des groupes de parole pour les personnes bipolaires et leurs proches. Donc à un certain moment je me suis dit tiens, cette position de père que j'ai dans le groupe et ce que j'essaie de faire, j'essaierais bien de le faire de manière un peu plus large. Et maintenant, si tu passes à la diapositive suivante, je travaille pour le SMES, qui est une organisation ici à Bruxelles. Tu veux bien passer à la dia suivante, s'il te plaît? Voilà. Et donc, le SMES, c'est une organisation ici en Belgique, à Bruxelles, et plus particulièrement, je travaille dans le projet PAT pour Peer and Team Support, donc le support aux pairs et aux équipes. Oui. Et donc, dans notre boulot, on forme et on accompagne les équipes qui souhaitent engager des pairs aidants. Donc, c'est vrai que avoir un ancien patient, un ancien bénéficiaire comme collègue, ça ne va pas sans poser des questions. Donc ça, je suppose que je ne vous apprends rien. Mais ici, en Belgique, on avait un peu de retard sur le développement de la pérédance. Et donc, on s'est dit, pour éviter des écueils qu'on a vus dans d'autres pays, qui étaient que il y a des pères aidants qui avaient été engagés et les équipes n'avaient pas eu l'occasion de réfléchir en amont, on a décidé de faire autrement et donc de mettre en place un service qui permet de réfléchir avec ces équipes bien avant l'engagement à leurs besoins, leur situation, afin d'identifier en quoi un père aidant va les aider à encore mieux faire leur boulot. C'est surtout ça un peu la clé de notre accompagnement. Et puis on va vers une description de fonction, les engagements, et pour les pères aidants qui sont engagés, on a ce qu'on appelle des intervisions, c'est-à-dire qu'on se réunit en père aidant une fois par mois, et c'est de l'analyse de pratique en fait, un peu comme dans toutes les équipes. Mais c'est très important de pouvoir avoir ces moments parce que les pères aidants, la plupart du temps, ils sont dans des équipes seuls, dans des institutions, souvent seuls. Et donc avoir des moments où on se retrouve ensemble, on réfléchit sur nos pratiques, c'est une manière de cultiver un peu notre identité aussi. Et donc voilà un peu la manière dont on fonctionne. On est actif depuis 2020, on a accompagné, je crois c'est 36 ou 37 équipes, et il y a 25 pères aidants qui ont déjà été engagés dans ces équipes. Et pour nous, on travaille avec des équipes dans des secteurs vraiment très variés. Donc on a la santé mentale, on a les addictions, la précarité, le travail de rue, les violences conjugales. Il y a une père aidante qui vient d'être engagée dans une communauté trans. Et donc on a vraiment des pères aidants chez nous un peu dans tous les domaines dans lesquels les personnes ont vécu des grosses ruptures dans leur parcours de vie, des gros traumas. Et donc pouvoir rencontrer quelqu'un qui est passé par là, ça peut avoir du sens. J'avais une dia un peu plus loin sur la distinction entre patient partenaire et père aidant, et je me dis que peut-être que je vais glisser ça maintenant, avant que je n'aille un peu plus loin, parce que chez nous, on nous demande souvent c'est quoi la distinction. En fait, je pense que le fonds de commerce, la base, c'est la même chose chez les patients partenaires et les pères aidants. C'est d'avoir vécu quelque chose d'un peu traumatique, d'assez grave, d'avoir surmonté ça et de vouloir en faire quelque chose pour aider d'autres personnes dans des situations semblables. La distinction que moi je suis arrivé un peu à faire, c'est que patient réfère à un contexte plus médical, voire institutionnel, et les pères aidants, on en retrouve en dehors de ces institutions. On a beaucoup d'équipes qui travaillent en rue, dans des actions communautaires, dans des lieux d'accueil. Et donc, voilà, je pense qu'au départ, c'est la même veine, c'est cette expérience de la maladie ou de la rupture de vie, et de vouloir essayer d'en faire quelque chose pour aider d'autres personnes. Mais au final, c'est un peu les contextes, je pense, qui permettent
de faire un peu une distinction entre les deux. Alors après, je vais vous parler aussi de l'approche du rétablissement, qui pour moi est vraiment le cœur de la paire aidance. Si tu veux bien passer à la diapo suivante. Donc la paire aidance, oui encore. Il n'y a pas tellement longtemps, je posais même la question de la consonance, paire aidance, et encore une fois Ndia, et paire aidant. Évidemment, on a un peu évolué depuis quelques années, mais c'était vraiment ça, hein, le début, c'est quoi la paire aidance? Et donc si tu passes encore, Ndia, oui. Paire aidance, ben, c'est deux termes, le terme père et le terme aidant. Je pense que c'est à partir de là qu'on peut essayer de repartir. Et donc, oui, pour India, père, bah, il y a des personnes dont on peut se sentir père, et puis en cours de route, on peut essayer d'être aidant pour ces personnes. Et donc, si tu passes encore la diapo, alors le terme père, c'est d'avoir vécu des situations semblables. Alors, ça peut être la pathologie, évidemment. Dans les groupes de parole du funambule que moi j'anime, bon, c'est toutes les personnes bipolaires. Par contre, on peut se trouver père sur plein d'autres choses, sur les circonstances de vie, sur le chemin qu'on a parcouru. Et c'est surtout sur ces aspects-là que le côté de péritude va pouvoir se développer. Alors, parfois, on me dit, ben, toi, bipolaire, tu peux faire quelque chose pour un schizophrène. Ben, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que oui, il y a ce côté de la pathologie sur lequel on va pouvoir échanger sur de la médication, sur des traitements, sur des choses plus spécifiques. Mais ce sur quoi on échange beaucoup, c'est quel impact ça peut avoir sur notre vie. Le fait d'avoir perdu des amis en cours de route, le fait d'avoir perdu son boulot, le fait d'avoir des difficultés à retourner vers l'extérieur. Et donc le côté peur, il va vraiment jouer sur un peu tous les aspects de la vie au-delà d'une pathologie donnée. Et puis, le côté père, ça fonctionne quand même assez bien, je trouve. Dans les groupes de parole du funambule, je suis toujours assez épaté que des gens qui ne se connaissent pas au départ partagent au final des choses assez intimes, assez personnelles. Et si tu veux bien passer à la diapo suivante, ce qu'ils disent quand on les interroge, c'est ben, toi tu me comprends, j'ai pas besoin d'expliquer, je me sens pas forcément jugé. Si j'ai pas besoin de faire quelque chose, alors que dans une relation soignant-soigné, il y a toujours un peu cette différence de position, cette différence de savoir. Donc les gens dans les groupes de parole, ils disent, ben, moi je peux juste m'asseoir ici et partager un moment avec vous, avec toi. Je pense que c'est ça qui fait un peu le côté père, c'est ce qui permet d'avoir une connexion, une relation qui va se déployer sur le fait qu'on peut se reconnaître l'un dans l'autre. Oui. Et le côté aidant, bah, c'est le fait de pouvoir inspirer de l'espoir. Pour moi, ça c'est vraiment le cœur de la paire aidance. Dans les équipes que j'accompagne, j'explique toujours que quand moi j'ai été diagnostiqué, j'ai vraiment perdu espoir. Je pensais juste que ma vie elle était foutue, que j'allais devoir prendre un peu mes médocs et tomber en amour avec mon canapé parce que c'est là que j'allais passer une grande partie de ma vie. Et je suis vraiment persuadé que si j'avais rencontré à ce moment-là quelqu'un qui m'avait dit Stéphane, ça risque d'être long, ça va peut-être être compliqué, mais il y a une bonne chance que tu récupères ta vie, j'aurais pas perdu 2 ans de désespoir. Je pense que c'est ça la première chose qu'un père aidant peut apporter, c'est d'être un témoin qu'il est possible d'aller mieux, qu'il y a un chemin vers le fait d'aller mieux, qu'il est possible de récupérer sa vie. Et à travers ce qu'on peut partager, ben, on peut aussi partager tout ce qui a fait qu'on peut aller mieux. Les petits trucs et astuces, ben, la méditation, le côté de l'auto-observation dans le cadre des troubles bipolaires, le fait d'avoir recours à des ressources spécifiques et aussi ce qui n'a pas marché. En fait, c'est d'expliquer, ben, tiens, moi je suis passé par là, je te propose de parcourir ça avec toi. Peut-être que ça va t'inspirer ou peut-être pas. C'est quelque chose qui t'est personnel, le chemin de rétablissement. Mais peut-être que ça va t'inspirer, peut-être qu'on peut réfléchir un peu ensemble à ta situation. Et donc c'est en ça que
un père aidant peut essayer d'être aidant. Et j'insiste toujours sur le terme « essayer », parce qu'il n'y a que la personne qu'on accompagne qui peut dire si elle est aidée ou pas. Nous, on peut essayer d'être aidant. Donc voilà, un peu pour planter le décor de la père aidance avec père et aidant. Oui, pour la dia. Et donc, c'est ce que je vous disais un peu tout à l'heure, la distinction que j'ai essayé de faire entre père aidant et patient partenaire. En France, il y a des pères aidants qui sont formés, qu'on appelle des médiateurs de santé père. En Suisse, il y a les pères praticiens. Il y a aussi des experts du vécu à certains endroits. Et comme je vous disais, en fait, tous ces gens, leur fond de commerce, c'est d'avoir vécu des choses semblables et d'essayer d'en faire quelque chose pour aider d'autres. Donc pour moi, c'est un peu un vocable un peu englobant, et le vocable père aidant, dans le cadre qui nous occupe ici, est quelque chose d'un peu plus large, comme je vous disais, que la pathologie elle-même. Oui. Et la père aidance, c'est de pouvoir partager son rétablissement. Oui. Et donc, il y a des équipes, on passe un peu de temps avec elles à faire la distinction entre rétablissement et guérison, de pouvoir vivre avec encore peut-être les stigmates du passé, peut-être encore les symptômes résiduels, mais en tout cas de pouvoir récupérer sa vie, de pouvoir décider pour soi. Oui. Et donc, chaque père aidant est amené à un peu écrire sa définition de ce qu'est le père aidant pour lui. Et ça, c'est ma définition à moi. Se rétablir, c'est reconquérir une chose qui nous appartient déjà, c'est reconquérir sa vie, alors qu'elle a été un peu abîmée par le parcours de la maladie ou de toute autre circonstance. Oui. Et donc, se rétablir, quand on regarde un petit peu la littérature, il y a plusieurs choses qui sont pointées. Il y a un rétablissement clinique, il y a un rétablissement fonctionnel, donc de pouvoir récupérer ses fonctions exécutives ou cognitives dans le cas de la bipolarité, un rétablissement social, de pouvoir retourner, retrouver une place dans la société. Et puis, ce sur quoi on insiste beaucoup en père aidant, c'est le rétablissement de sa personne, de son moi, des choses qui ont été fondamentalement abîmées en cours de route. Et c'est là où, pour moi, ça a été vraiment le plus difficile de me rétablir. Donc, moi, j'ai eu honte de ne plus être le papa que je voulais, de ne plus être le mari que je voulais, de ne plus faire le boulot que j'aimais. Et donc, ces sentiments, ces émotions profondes, c'est quelque chose qui a pris du temps chez moi. Et quand je regarde la relation de père aidance, elle vient aussi fort s'ancrer dans ce vécu très personnel. Le fait d'avoir vécu de l'intérieur de ces émotions, de toutes ces expériences, c'est quelque chose sur lequel la relation de père et l'aide peut se déployer. Alors évidemment, il y a aussi le fait de revoir du sens dans sa vie, de refaire des projets, de pouvoir refaire des connexions, de pouvoir se débrouiller, de pouvoir avoir les outils pour se débrouiller dans la vie pour pouvoir avancer. Et ça, j'y reviendrai un tout petit peu plus tard sur ce que font concrètement les pères aidants. Ok. Une question qui se pose, c'est est-ce que tout le monde peut être père aidant? Est-ce que le fait d'avoir vécu de la bipolarité fait de toi un père aidant? Non, pas forcément. Oui, pour la DIA. Il y a vraiment un chemin qui est parcouru entre l'expérience des situations dramatiques. Oui, tu peux passer la dia suivante, s'il te plaît. Donc là, pas lisible pas. Donc je vais juste vous dire un peu entre l'expérience qu'on fait de la crise, de la maladie et le fait d'en faire quelque chose, il y a tout un parcours. L'expérience, elle est personnelle. Il faut la confronter aux expériences des autres pour voir ce qui est commun ou pas. Il faut l'enrichir. Il y a des formations qui existent. Et puis, il y a surtout une décision d'en faire quelque chose pour aider d'autres. C'est pas parce qu'on est passé par un parcours en bipolarité qu'on va d'office utiliser ça pour aider d'autres personnes. Mais ça pour insister sur le fait que les pères aidants, ils développent une expérience, ils développent une expertise, et ce sont des choses sur lesquelles ils ont du recul. Donc lorsqu'ils vont aller puiser dans leur expérience,
ils vont le faire avec à propos, en utilisant ce qui correspond à la personne au moment donné, en fonction de ses besoins. Et donc là, le père aidant, c'est quelque chose qui se construit vraiment, qui se mûrit. C'est un vrai projet professionnel. C'est pas un projet de réinsertion professionnelle. Alors, que font les pères aidants? Dans les faits, oui. Vu le temps qui nous est imparti, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a en gros, vis-à-vis des personnes qui sont accompagnées, un rôle de lien, c'est le côté père qui fonctionne. Dans certains contextes, des personnes ont été abîmées par le système et en sont un peu éloignées, donc le fait de recréer du lien, c'est important. Le fait d'apporter son soutien de par la proximité des expériences. Il y a le fait aussi de pouvoir travailler de manière plus spécifique au rétablissement, en identifiant les forces des personnes, en travaillant des outils spécifiques. Et puis enfin, les pères aidants, ils ont aussi un rôle d'orientation, c'est-à-dire la plupart, ils ont un peu bourlingué dans le réseau d'accompagnement et de soins, et donc ils peuvent transmettre un peu cette expérience-là aussi dans les équipes qu'aux personnes accompagnées sur les endroits les plus adéquats pour eux, sur ce qu'ils peuvent y trouver, en tout cas au moins informer sur la panoplie des aides existantes. Et ça, ces 4 rôles-là de base, c'est vraiment des rôles qu'on retrouve dans toutes les équipes, que ce soit en santé mentale, en addiction, en précarité. C'est vraiment les rôles fondamentaux. Alors après, les pères aidants, ils font des choses très différentes en fonction de leur contexte, mais leur tâche contribue généralement à ces 4 rôles de base. Oui? Et donc, les pères aidants, du point de vue des équipes, on les voit souvent comme un peu un trait d'union entre, d'une part, les équipes et d'autre part, les personnes accompagnées, comme un peu des traducteurs. Mais il faut essayer de voir les pères aidants dans un rôle beaucoup plus complémentaire. Oui. Et donc, de voir un père aidant comme un allié dans la manière dont l'équipe va faire son travail. C'est une corde en plus à l'arc de l'équipe, avec cette capacité du père aidant peut-être à aller puiser dans cette relation de père, d'aller puiser dans son expérience personnelle du soin ou de l'accompagnement et de pouvoir compléter ce que les autres professionnels de l'équipe peuvent apporter. Et là, j'ai un petit exemple. J'étais père aidant dans une habitation protégée, on appelle chez nous, donc un habitat dans lequel il y avait des groupes de parole sur la santé mentale en général. Et j'ai co-animé ça avec un psychologue. Et en fonction des situations qui étaient amenées, les participants se tournaient vers Denis parce qu'ils avaient envie d'avoir l'avis du professionnel, le psychologue, ou vers moi parce que je pouvais essayer d'expliquer que quand j'avais été dans la même situation, je l'avais vécu de telle manière et j'avais pu dépasser potentiellement la situation également. Et donc ce côté très complémentaire entre un savoir acquis, construit et un savoir d'expérience, c'est vraiment quelque chose qu'il faut rechercher lorsqu'on introduit des pères aidants dans des équipes pluridisciplinaires. Oui? Alors, il y a des mesures d'impact. C'est quoi l'apport de la père aidance? Je vous disais, il y a le côté espoir et puis il y a tout un tas d'impacts qui ont déjà été un peu identifiés en termes de récupération de l'estime de soi, de l'adhérence au traitement, de pouvoir avoir la capacité à mobiliser des ressources extérieures. Donc une série de choses qui font que les personnes vont mieux et essaient de récupérer le volant de leur vie. Il y a aussi des impacts quantitatifs qui ont déjà commencé à être identifiés sur la réduction de la durée d'hospitalisation, sur la réduction des rechutes dans certains cas. Ce volet plus quantitatif-là est encore un peu exploratoire. On n'a pas encore d'études suffisamment robustes, mais on peut déjà identifier un certain nombre d'impacts positifs. Et des impacts positifs aussi pour l'équipe, puisque le père aidant, il va les aider, comme je disais tout à l'heure, à encore mieux faire leur boulot. Oui. Et donc, comme un peu partout, avoir un ancien patient comme collègue, ça pose des questions. Hein. Donc, est-ce qu'il va parachuter? Est-ce qu'il va respecter le secret professionnel? Est-ce qu'il va pas être trop stressé par l'environnement de travail? Est-ce que je vais pas devoir m'en occuper, moi, alors que j'ai déjà plein d'autres choses à faire? Est-ce qu'il va pas prendre mon boulot en étant moins payé?
Et donc, toutes ces questions-là, elles se posent et elles sont assez légitimes. Et c'est pour ça que nous, et tu peux passer à la diapo suivante, on a mis sur pied cet accompagnement. Donc, vraiment, cette réflexion. Et donc, pour nous, la condition du succès, c'est que l'équipe ait pu réfléchir en amont et puis identifier en quoi les pères aidants vont pouvoir leur apporter quelque chose, en quoi est-ce que ça va les aider à encore faire mieux, et comment ils se sont projetés d'avoir un ancien patient comme collègue. Et ça, les équipes, si elles sont passées par ces éléments-là, souvent, ça délie un peu les représentations ou les craintes, et ça amène à des expériences positives. Et voilà pour ma dernière dia, normalement. Non, encore une, s'il te plaît. Voilà. Et donc, ouais, la suivante, s'il te plaît. OK. Et donc, j'en terminerai par celle-ci. Donc, on a édité une brochure ici sur base de notre expérience au projet PAT sur le développement de la pérédance professionnelle. Et elle est disponible évidemment via notre site web. Et si vous vouliez des interactions après ceci, n'hésitez pas à envoyer un petit mail à notre adresse. Merci encore, So-Young et l'équipe de Shared Patient Experience pour m'avoir donné l'occasion de présenter un peu plus la pérédance. Et puis, il nous reste quelques minutes pour les questions. Merci à toi d'être là. Je pense qu'il y a déjà au minimum 2 questions dans les conversations. Je ne sais pas si Lucie, tu veux nous les partager. Merci. Alors, je vais partager déjà la première question. Êtes-vous payé ou est-ce bénévole? Quand ces nouveaux métiers seront-ils rémunérés? Cela le sera un jour, car cette expérience patient est précieuse et aiderait le système de santé. OK. Chez nous, on a des pères aidants bénévoles. Certains souhaitent rester dans ce statut-là. Mon job à moi, c'est de préparer le terrain pour des pères aidants rémunérés. Donc, les 25 pères aidants dont je vous parlais tout à l'heure ont un contrat de travail en tant qu'employés et ils sont donc au même titre que les autres travailleurs dans les équipes avec un salaire qui leur est dédié. OK. Et ensuite, on a une autre question sur faut-il se former pour être père aidant, patient expert, etc. ou l'expérience suffit-elle? Alors, moi, je pense que non, l'expérience ne suffit pas. Je vous ai un peu montré tout à l'heure avec cette grande flèche qu'il faut avoir parcouru un certain chemin avant d'avoir le recul sur ce qu'on a vécu pour pouvoir essayer de l'utiliser. Dans pas mal de pays, la formation est obligatoire pour avoir accès à ce poste de père aidant. Je pense en France, dans la plupart des endroits. Chez nous, en fait, on a dû être pragmatique. C'est qu'il n'y a pas assez de père aidants formés pour répondre à la demande. Donc, il y a des père aidants qui ont été engagés sans avoir de formation initiale, mais généralement, ce sont des gens qui sont passés par des associations de patients, par des endroits de bénévolat, donc des endroits où ils ont déjà pu se tester dans une position de père aidant, avoir eu l'occasion un peu de réfléchir autour. Et dans notre travail pour les pères aidants qui n'ont pas été formés, qui n'ont pas eu cette formation initiale et qui ont été engagés, on leur propose alors une mini-formation pour aborder vraiment les bases de ce qu'est la pérédance dans une équipe pluridisciplinaire. On parlait du secret professionnel tout à l'heure, le secret professionnel partagé, ça c'est quelque chose sur lequel on va intervenir. Je pense qu'il y a une main qui est levée aussi dans l'Assemblée. Oui, c'est moi, bonjour à tous. Merci. En tout cas, ce que je trouve très intéressant, c'est que c'est vrai, on parle souvent de patients partenaires. Moi, je travaille au niveau des soins à domicile et du maintien à domicile. Et du coup, ce que je trouve intéressant dans votre discours et votre expérimentation, c'est qu'on parle plutôt de la santé communautaire, de la vie de la personne, de son chemin de vie finalement, qui effectivement à un moment est rattaché à un épisode de pathologie, mais pas seulement en fait. Qu'est-ce que cet épisode-là, qui est finalement qui devrait être un épiphénomène, ne le devient pas puisqu'il bouleverse son parcours de vie, mais n'est finalement qu'un moment dans sa vie, il ne se définit pas comme ça. Et je trouve intéressant cette définition par rapport aux patients partenaires qui, patient, rattache tout de suite à une pathologie, à une prise en charge très spécifique qui est loin, enfin qui est en dehors de la santé dans la vie au long cours. Donc voilà, c'était plus une remarque qu'une question où je trouve
Voilà, pour la partie hors institution, alors nous, on a aussi une équipe santé sociale qui intervient à domicile. Et du coup, je vois tout à fait l'intérêt d'avoir aussi cette couleur-là à la thématique de l'expérience patient. Merci. Stéphane, il aurait encore 3 minutes. En fait, j'aurais voulu, hors de ces 3 minutes, que tu en prennes 2 pour nous parler un peu de la préparation des équipes à recevoir un père aidant, parce qu'il y a vraiment la formation du père aidant, en tout cas l'accompagnement pour qu'il soit apte à, mais aussi, voilà, si en 2 minutes tu peux nous dire ce que tu imagines de plus important par rapport à la préparation des équipes, ce serait bien. Je vais rebondir sur le dernier commentaire. Je trouve que vous avez bien formulé les choses sur le côté un peu plus des lunettes plus larges en fait sur la vie de la personne avec cet événement, avec ce que ça peut encore entraîner comme symptômes ou comme phénomène résiduel. Et donc ce sur quoi on insiste beaucoup auprès des équipes, c'est que le père aidant, son outil, ça va être son parcours de rétablissement de la pathologie, mais également de sa vie, de tout ce qui avait été abîmé et qu'il a pu essayer de reconstruire. Et donc, si l'équipe est encore fort dans un modèle médical, des choses orientées vers la déficience, vers la réduction des symptômes ou juguler la crise, alors la place pour un père aidant d'avoir cette expérience du rétablissement, elle est beaucoup moins facile à déployer dans une équipe. Parce que le père aidant, il va venir avec tous ces aspects-là. Et si l'équipe n'a pas eu l'occasion de réfléchir et d'adapter un peu ses pratiques, généralement, ça coince. Et ça coince dans les grosses institutions qui sont hiérarchisées et qui sont très orientées sur le modèle médical. Donc, par exemple, on a dans un hôpital psychiatrique une unité où les choses se passent beaucoup plus difficilement avec le père aidant, justement parce que cette équipe n'a pas encore digérer cette approche rétablissement. Enfin, Stéphane, à nouveau, merci d'être là. Comment est-ce que toi, tu envisages justement cette père aidance, j'ai envie de dire pour les 5 années qui viennent? Vraiment, à titre personnel, comment est-ce que tu vois ça avec ton expérience à toi? Un père aidant dans toutes les équipes. C'est bref, mais... Non, mais tu le disais en entrée de jeu, peut-être juste avant qu'on ouvre la séance, mais la place du patient, la place de l'usager, la place du bénéficiaire, c'est un mouvement, c'est une lame de fond. Donc les équipes vont y être confrontées. Et donc si les équipes se disent, on travaille au rétablissement des personnes qu'on accompagne, on essaie de favoriser ce rétablissement, alors ça peut avoir du sens d'engager quelqu'un qui s'est rétabli et qui va arriver avec ses outils et sa compréhension. Et donc moi, ma vision, c'est que les équipes vont s'ouvrir de plus en plus à ce type de pratique et vont arriver à identifier très clairement ce que ça leur apporte. Ce que ça leur apporte pas en termes d'idées, mais dans leur job au quotidien. Merci beaucoup Stéphane. Et comme Stéphane l'a dit, si vous voulez en savoir davantage, il y a effectivement la brochure, mais vous pouvez contacter Stéphane en direct. Vous pouvez aussi toujours évidemment passer par SPX. N'hésitez pas à prendre contact avec nous. Et voilà, il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous pour le prochain épisode, j'ai envie de dire, prochain webinaire. Sachez aussi qu'on va lancer bientôt des webinaires en espagnol aussi. Donc on en a en français, en anglais, en espagnol sur la technologie. Mais systématiquement, ce sera les mercredis à midi et on essaye toujours de tenir le timing de cette manière. Donc, bon après-midi à tous et à la prochaine. Merci beaucoup.